Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. La revanche du Kraken. Le Kraken est réel et nous avons des preuves. Enfin, presque. Il y a un sous-marin qui repose au fond de la mer, au large des côtes de l'Écosse, et ce sous-marin a peut-être été victime d'une attaque de Kraken. L'épave a été récemment découverte par des ingénieurs marins travaillant sur un programme d'énergie renouvelable. Les employés de SP Energy Network effectuaient une étude des fonds marins près de la côte de Wigtownshire lorsqu'ils ont trouvé l'épave hantée d'un navire vieux de 100 ans. Et les images du sonar ont révélé que le sous-marin était presque entièrement intact. Bien que les experts n'aient pas confirmé son identité à 100%, les archives historiques montrent qu'il ne peut s'agir vraiment que d'un seul sous-marin. Il a été trouvé exactement là où le sous-marin allemand UB85 a coulé après avoir été attaqué par un monstre marin. En tout cas, selon les dires du capitaine et de l'équipage du sous-marin. Mais où exactement est née la légende du Kraken? Si vous voulez savoir où tout a commencé, il faut se tourner vers les Vikings de Norvège il y a plus de 800 ans. Il y avait beaucoup d'histoires sur les monstres marins avant les Vikings, et même la Bible parle du Léviathan, une créature épique des profondeurs marines. Mais le Kraken spécifiquement est une création nordique apparaissant dans leurs sagas les plus célèbres. Selon les Vikings, le Kraken était un monstre énorme qui créait des tourbillons pour renverser les navires. Il ressemblait à un calmar géant, une entité féroce des abysses les plus sombres de la création. Et les gens qui ont vu le Kraken affirmaient qu'il mesurait 15 mètres ou plus. Et tous les récits historiques de rencontres prétendument réelles avec des Kraken semblent s'accorder sur un seul élément. La créature sentait terriblement mauvais, et elle dégageait une odeur si atroce qu'elle attirait les poissons à la surface de la mer. Mais comparé à certaines des créatures mythiques folles dont on a parlé aujourd'hui, le Kraken ne semble pas si incroyable. Honnêtement, il semble que les pêcheurs nordiques voyaient un véritable animal marin. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent que le mythe du Kraken a été inspiré par les gens qui voyaient de vrais calmars géants. Si vous étiez un viking et que vous voyiez un calmar géant, vous penseriez probablement que vous regardiez un monstre alien d'une autre dimension. Mais saviez-vous que les scientifiques n'ont filmé un calmar géant pour la première fois qu'en juillet 2012? La chercheuse océanique Dr Edith Witter a filmé la première vidéo d'un calmar géant vivant à 600 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. C'était un événement tellement important que la vidéo a été diffusée sur la chaîne Discovery et dans de nombreux autres documentaires. Mais pensez à quel point un animal doit être rare pour qu'il ne soit filmé qu'il y a une décennie pour la première fois, même à l'époque moderne. Le calmar géant filmé dans la vidéo ne mesurait que 9 mètres de long, et ce n'est même pas très grand. C'était pratiquement un gringalet. Les calmars géants peuvent atteindre plus de 17 mètres de long, rôdant furtivement dans les abysses les plus noirs des océans du monde. Et même si on suppose que ce que les Vikings voyaient étaient des calmars géants, comment expliquer ce qui s'est passé le 30 avril 1918? Ce jour-là, l'équipage britannique du HMS Coréopsis a coulé le sous-marin allemand UB85 dans une rencontre assez bizarre. L'équipage du bateau patrouille britannique a été surpris de trouver le sous-marin vulnérable à la surface. Dans la plupart des cas, les sous-marins allemands restaient dissimulés sous les vagues. C'était presque une victoire trop facile. Et lorsque le capitaine du Coréopsis a interrogé le commandant du U-boat, il a entendu une histoire qui deviendrait légendaire pour la Première Guerre mondiale. Le commandant allemand affirmait que alors que son sous-marin rechargeait ses batteries, une bête les a attaqués des profondeurs. Et elle était énorme, avait des yeux massifs et des cornes qui sortaient de son crâne. Il ressemblait à un démon aquatique. L'animal aurait été si grand qu'il aurait forcé le sous-marin à s'incliner, ce qui signifie que le navire a pris l'eau et a penché d'un côté. L'avant du sous-marin aurait été complètement endommagé et lorsqu'il a terminé de déchirer le sous-marin, le commandant a été contraint de faire surface. Ils auraient subi des dégâts si importants qu'ils ne pouvaient plus plonger. Et c'est alors que les Allemands auraient été capturés par les Britanniques. Mais gardez à l'esprit que même si cette histoire est très répandue, il n'existe aucune preuve concrète pour la soutenir. Les gorilles mangeurs d'hommes. Vous pourriez être surpris d'apprendre que les gorilles ont commencé à exister officiellement pour le monde occidental il n'y a pas si longtemps. La science et notre compréhension de la nature ont eu un départ assez lent. Il y a quelques centaines d'années, personne ne croyait en l'existence des gorilles. Et même ceux qui pensaient qu'ils pourraient être réels les voyaient comme des monstres sauvages, soit comme une espèce étrange d'humains vivant dans la jungle africaine. Je veux vous ramener à la première observation connue d'un gorille en 500 avant notre ère.
Un explorateur de l'Empire carthaginois nommé Annan le Navigateur entreprit une expédition le long de la côte ouest africaine. Et il est arrivé dans un endroit qui, plusieurs siècles plus tard, serait appelé Sierra Leone. Et selon les témoignages des membres de l'expédition de Annan, ils ont rencontré un groupe d'humains purement sauvages. Ces créatures étranges ressemblaient à des personnes, mais étaient bestiales, recouvertes de poils noirs et épais. Les Carthaginois ont nommé ces monstres terrifiants gorillés, mais on ne sait pas exactement quelles créatures ils ont rencontrées, peut-être que c'était une autre espèce de singe. Mais quoi qu'ils aient trouvé, les Carthaginois auraient supposément massacré une poignée d'entre eux et ramené leurs peaux à Carthage. Ces peaux sont restées exposées jusqu'à ce que Carthage soit détruite par Rome 350 ans plus tard. Et petite info, gorillé signifie tribu de femmes poilues. Mention historique suivante des gorilles n'est venue qu'en 1625. Un certain Andrew Battel, qui était un voyageur anglais, a été capturé par les Portugais en Angola. Pendant ses épreuves en Afrique, il a noté tout ce qu'il a vu. L'une des choses qu'il a observées était une créature qu'il a nommée Pongo, et selon Andrew, le Pongo avait toutes les proportions d'un homme, mais était plus grand comme un géant. Il était poilu, de couleur sombre, et tuait souvent les membres des tribus lorsqu'ils s'aventuraient dans la forêt. Andrew a même raconté que les tribus locales n'ont jamais capturé de Pongo vivants ni essayé de les chasser parce qu'ils étaient aussi forts que 10 hommes. Les gens en Europe prenaient cela pour un mythe, et un siècle et demi plus tard, les gens ne croyaient toujours pas que le gorille était réel. Et ce n'est qu'en 1847 que le naturaliste Geoffrey Wyman a décrit le gorille de l'Ouest à partir de spécimens rapportés en Europe depuis le Liberia d'aujourd'hui. Puis, en 1902, le gorille de montagne a été découvert. Les sirènes du Canada. Selon tous les biologistes de la planète, les sirènes n'existent pas. Mais si elles n'existent pas, comment expliquer les mythes sur les sirènes du monde entier? Il y a 5000 ans déjà, les Babyloniens adoraient un dieu poisson nommé Oannes ou Ouana, et c'était un homme poisson, l'un des nombreux dans le monde antique. Dans les siècles qui ont suivi, les Philistins, les Assyriens et les Babyloniens ont inventé leur propre déesse sirène nommée Atargatis. Et dans la Grèce antique, ils avaient le dieu Triton qui était un homme poisson. Au Japon, ils croyaient en une créature ressemblant à une sirène appelée Ningyo. C'était une abomination poisson humain combinée avec un singe. Les pêcheurs croyaient que si vous pouviez attraper un Ningyo et le manger, vous deviendrez immortel. Et en Écosse et en Irlande, le folklore regorge de sirènes. Ils sont appelés Selkies, des hybrides humains-phoques, et dans les deux cultures, les Selkies sont considérés comme à la fois magiques et destructrices. Ils portent la peau de phoque comme un costume et ont des jambes en dessous, portant la peau de phoque comme un pantalon pour faciliter la nage. Les Selkies peuvent donc retirer leur peau de phoque et marcher sur terre. Et la légende raconte que si vous arrivez à attraper une Selkie femelle sur terre, elle ne pourra jamais retourner à l'eau et sera liée à vous comme votre femme pour toujours. Ces histoires apparaissent dans le monde entier. En Afrique, les créatures mi-humains, mi-poissons sont appelées Mamiwata. Le mythe existe depuis si longtemps qu'il est un peu différent selon le pays africain dans lequel vous vous trouvez. Certains croient que Mamiwata est une déesse sirène. D'autres pensent qu'il y a plusieurs Mamiwata et qu'elles sont plus des esprits de l'eau que des dieux à part entière. Et regardez cette femme ici, assise paisiblement sur un rocher, jouant avec ses cheveux blancs. Ceci serait apparemment la seule photographie d'une sirène qui existe. Remarquez qu'elle n'a pas de jambes, mais elle a une grande queue de poisson écailleuse. C'est une photo prise par un passager d'un ferry en 1967. Je sais que c'est très difficile à croire, mais c'est une véritable photographie, gracieusement fournie par les archives du Times Colonist. Elle a été prise alors que le ferry passait par Active Pass, à côté de l'île Maine, près de Victoria, en Colombie-Britannique. Selon les récits de l'époque, la sirène se prélassait sur les rochers à la vue de tous les passagers du ferry. Et tellement de gens ont vu la sirène qu'elle est apparue dans le Daily Colonist le lendemain. Le journal a inclus une photographie prise par George Harrison, un visiteur de Sioux City dans l'Iowa. Et selon les témoins oculaires, la sirène ne faisait pas que se détendre sur les rochers. Elle mangeait apparemment un poisson. Et ceux qui étaient sur le ferry en regardaient avec dégoût et curiosité, tandis qu'elle mordait un saumon cru, selon leur dire. Certains racontent que c'est un canular, d'autres disent que c'était un coup de publicité fait par les locaux pour attirer les touristes. Et dans les jours qui ont suivi, le journal local a offert une récompense de 25 000 $ pour quiconque pourrait trouver une preuve de la sirène. Personne n'a jamais réclamé l'argent et personne n'a jamais revu la sirène.
Le combat aérien de Gorman. Au début des années 50, le capitaine Edward J. Ruppelt enquêtait sur les rapports d'OVNI pour l'armée de l'air américaine. De son propre aveu, le combat aérien de Gorman reste l'une des observations d'OVNI impliquant du personnel militaire les plus crédibles, mais aussi les plus mystérieuses. L'incident n'a jamais reçu d'explication appropriée. Le vétéran pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, George Gorman, eut une rencontre de 27 minutes avec un mystérieux orbe blanc alors qu'il volait au-dessus de Fargo, en Dakota du Nord, en 48. Gorman déclara par la suite à son journal local qu'il n'avait jamais vu rien de similaire auparavant. Il avoua aussi que si toute autre personne que lui avait signalé voir une telle chose, il serait tout de suite dénoncé comme un fou. Mais ce qui rend l'incident si légitime, c'est que Gorman était une source très fiable. La rencontre dura près de 30 minutes et fut corroborée par d'autres sources réputées. Gorman rencontra l'objet non identifié vers 9 h du soir en volant dans son chasseur PC-51. Il s'en approcha environ 900 mètres, mais ne pouvait vraiment pas dire ce que c'était. L'objet semblait mesurer environ 20 cm de diamètre et était une sorte de sphère blanche, claire, lumineuse, qui clignotait et parcourait le ciel à une vitesse incroyable. Il y eut une brève poursuite et l'orbe emmena Gorman jusqu'à 2100 mètres, puis il fait demi-tour et fonça droit vers son avion. Gorman évita de justesse une collision et la boule de lumière passa au-dessus de son avion. Et quand les choses ont vraiment commencé à chauffer, le moteur de son avion s'est arrêté à 4300 mètres et l'objet lumineux disparut dans l'espace. Gorman n'était pas le seul à avoir vu l'objet mystérieux. Les contrôleurs aériens l'ont également vu, corroborant l'histoire de Gorman. L'explication officielle de l'armée de l'air américaine a par la suite attribué l'incident à un ballon météorologique éclairé. Cependant, cette rencontre reste l'un des incidents classiques qui a convaincu plusieurs spécialistes du renseignement de l'armée de l'air de la réalité des ovnis. D'ailleurs, les États-Unis ont même l'Unidentified Aerial Phenomena Task Force, ou l'UAPTF, qui est l'unité de recherche officielle de l'Office naval d'intelligence chargée de recenser et d'étudier les phénomènes aériens non identifiés, ou bien UAP, vulgairement des ovnis. La chute de Bagdad. En 2003, certains des plus grands artefacts du monde ancien furent pillés et détruits au musée national irakien de Bagdad. Ce musée abritait la plus grande collection d'art mésopotamiens datant de près de 5000 ans. Et parmi les trésors archéologiques étonnants se trouvait le célèbre vase d'Uruk ou grand vase de Warka, une sculpture en calcaire de la ville ancienne d'Uruk datant de l'époque où les Sumériens inventaient encore l'écriture. Il y avait aussi le lion de Nimrod, une statue en ivoire d'un lion attaquant un Nubien, un véritable chef-d'œuvre de l'art assyrien. D'ailleurs, il en existe une version quasiment jumelle, issue comme elle du palais de Nimrod dans la salle du British Museum consacrée aux objets assyriens. Mais celle de Bagdad était plus raffinée et mieux conservée, notamment le plaquage d'or. Et en 2003, le musée fut cambriolé tandis que le personnel militaire américain restait là à regarder. Neil MacGregor, le directeur du British Museum, qualifia cela de la plus grande catastrophe impliquant un grand musée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le personnel du musée supplia les Américains d'agir, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire alors que le musée était dévasté. Le bâtiment ne fut sécurisé que 6 jours plus tard, et de nombreux trésors furent perdus, y compris le vase de Warka, le lion de Nimrod, une statue du roi Enmetena de Lagash, et même une figure en cuivre du règne du roi akkadien Naram Sin, datant de 2250 avant l'ère commune. Certains sont même allés jusqu'à spéculer que le pillage pourrait avoir été une couverture pour que l'armée américaine infiltre le musée et vole des reliques perdues et très importantes. La vallée des boules. Dit comme ça n'inspire rien de bon, et pourtant. Ce site mystérieux, aux obélisques de Mangistau, une région du Kazakhstan, abrite certaines des sphères de pierre les plus énigmatiques jamais trouvées. Mais comment ont-elles été formées? La première chose qui frappe à propos de ces sphères de pierre est leur rondeur parfaite et leur surface très lisse. On dirait presque d'énormes billes. Certaines ont même des motifs complexes et des intérieurs creux, ce qui laisse penser à un savoir-faire habile et une technologie très avancée. À supposer d'abord qu'elles aient été créées par des humains. Mais si c'était le cas, comment les anciens auraient-ils pu fabriquer cela sans outils modernes et d'où viennent-elles? Eh bien, il y a quelques théories. Certains pensent qu'elles sont simplement des formations naturelles façonnées par le vent et l'eau sur des millions d'années. Mais pour certains, il est tout bonnement impossible que la nature puisse créer des formations si parfaitement sphériques. Tout le monde n'est pas vraiment convaincu.
Malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de pistes scientifiques pour expliquer ces sphères très bizarres, et malgré de nombreuses expéditions et études, les chercheurs sont toujours perplexes. La vallée des boules est un endroit difficile à explorer, niché dans le désert avec des conditions météorologiques plus que difficiles. De plus, l'accès au site est restreint, ce qui rend quasi impossible des recherches scientifiques en bonne et due forme. Mais alors, comment apprendrons-nous jamais la vérité? Heureusement, avant que la vallée des boules ne soit restreinte, des chercheurs ont réussi à analyser quelques sphères. Il s'avère qu'elles sont faites de granit, de basalte ou de grès. Mais ce n'est que la surface du problème. Nous n'avons toujours aucune idée de qui les a fabriquées, pourquoi elles ont été fabriquées, ou même, quand elles ont été fabriquées, à supposer qu'elles aient été entre guillemets fabriquées. Pour l'instant, toutes sortes de méthodes ont été utilisées sur des échantillons pris sur le site. De l'analyse géologique à la datation au radiocarbone, mais pour l'instant, le mystère reste complet. La cité Maya perdue. Récemment, une cité Maya perdue a été redécouverte. L'archéologue Ivan Sprite a passé près de 30 ans à découvrir des cités mayas dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Sa dernière découverte est une ancienne cité appelée Ocomtún, ce qui signifie colonne de pierre en maya yucatèque. Ce lieu, caché au cœur de la zone de conservation écologique de Balamcú, présente de nombreuses structures pyramidales de plus de 15 mètres de haut. On pense qu'elle a été habitée entre 600 et 800 de notre ère. Sprite et son équipe se sont servis de la technologie LIDAR, un scanner laser durant l'été 2023 pour trouver des structures artificielles dans la jungle très dense. Après avoir reçu les images LIDAR, ils ont traversé près de 60 km de végétation dense pour atteindre le site. Et ce qu'ils ont trouvé était tout bonnement stupéfiant. Ils ont découvert une cité monumentale construite sur une grande hauteur avec des pyramides, des colonnes de pierre, des hôtels, des places et même un terrain pour l'ancien jeu de balle maya, le Poctapoc. La cité couvrait plus de 50 hectares avec une seule acropole s'étendant sur 80 mètres, surmontée d'une pyramide de 25 mètres de haut. À moins d'avoir vécu sous une roche, vous savez que les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations de l'hémisphère occidental, régnant sur une grande partie de l'Amérique centrale entre 200 et 900 de notre ère. Ils étaient des astronomes, des mathématiciens et des scribes incroyables, créant des enregistrements détaillés des événements célestes. Ils ont inventé d'eux-mêmes le concept de zéro et développé un calendrier plus précis que le calendrier julien utilisé à l'époque en Europe. Ils ont également conçu un système d'écriture des 300 avant Jésus-Christ, probablement inventé le chocolat, le premier jeu de balle au monde et le caoutchouc. Je me demande quel goût avait le chocolat des Mayas. Leurs cités comme Tikal et Copan présentaient des temples pyramides très imposants et étaient des merveilles d'architecture en pierre. Mais alors, qu'est-ce qui rend Ocomtún si unique? La position stratégique de la cité et ses caractéristiques architecturales suggèrent qu'elle était un centre politiquement très important, entouré de zones humides, fournissant un environnement durable pour ses habitants. Sprite croit même que la découverte d'Ocomtún éclaira sur les raisons pour lesquelles les communautés mayas ont migré de la côte vers l'intérieur des terres et ce qui a conduit à leur effondrement soudain autour du Xe siècle. Malgré leur avancée, la civilisation maya a mystérieusement commencé à décliner au 8e et 9e siècle. Les chercheurs ont débattu pour savoir si la guerre, les sécheresses, l'épuisement des sols, le changement climatique ou une combinaison de facteurs ont causé ce déclin. Ocomtún, comme de nombreuses autres cités mayas, a été abandonnée, mais pas avant que ses habitants n'adaptent les bâtiments à leurs besoins changeants en période de crise. Avec chaque nouvelle découverte comme cette nouvelle cité, nous nous approchons de la compréhension de ce qui étaient les Mayas et de ce qui a conduit à leur mystérieux effondrement. Les masques de l'horreur. Les archéologues ont trouvé certains des plus anciens masques jamais portés lors de rituels anciens. Ces vieux fragments de couvre-chef ne sont pas seulement effrayants, ils sont carrément inquiétants. Ils ont été trouvés dans les collines de Judée. Et quand je dis vieux, je veux dire très très vieux. La collection de masques date de 9000 ans. Ils ont récemment été exposés et étiquetés comme les plus anciens masques du monde. Chaque masque est troublant à regarder. Aucun d'eux n'est identique, mais chacun évoque un sentiment de pur effroi. Ils disposent de trous pour les yeux assez étroits, de nez pointus et des dents qui donnent l'impression de regarder un film de Tim Burton. Les masques ont également des trous le long des bords, probablement utilisés pour les attacher au visage des gens. Les masques bizarres étaient portés lors de cérémonies qui se déroulaient à l'âge de pierre avant que la civilisation telle qu'on ne la connaisse ne voie le jour.
Selon la science, l'essor de la civilisation n'a débuté que vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Mais clairement, des choses étranges se passaient bien avant. Les scientifiques ont réalisé une étude comparative des masques, et il s'avère qu'ils étaient étonnamment confortables à porter. Les trous pour les yeux offraient un large champ de vision. Ils étaient donc assez pratiques. Ils étaient même conçus pour épouser doucement les contours du visage humain. C'est une technologie étonnamment avancée pour des gens qui étaient censés vivre avant l'invention de l'écriture ou bien même de la roue. Et autre fait très important, tous les masques n'ont pas été retrouvés dans un seul endroit. Ils ont été rassemblés à partir de divers endroits dispersés dans le désert. Certains des masques ont même été découverts dans une grotte à flanc de falaise près de la mer Morte. Mais qui étaient donc ces gens qui ont laissé leurs masques effrayants éparpillés dans des zones si désolées? Et d'abord, pourquoi même avaient-ils fabriqué des masques? Les momies en jean. Il y a 3200 ans, dans le désert chinois, des gens portaient des pantalons qui ressemblent étrangement à des jeans. Le désert chinois dont je parle s'appelle le bassin du Tarim. C'est l'un des endroits les plus mystérieux et les plus arides du monde, autrefois abritant une civilisation ancienne. Et dans les années 70, des archéologues chinois ont découvert plus de 500 momies enterrées dans un vaste cimetière. Les momies proviennent des premiers habitants connus de la région. Et bien qu'elles soient toutes impressionnantes et perturbantes à leur manière unique, comme les sont les momies en général, un corps a particulièrement intrigué les chercheurs. Il était très bien préservé. Il était également habillé de vêtements plutôt élégants. Il portait des bottes en cuir, très à la mode, pour l'époque je suppose, et un bandeau décoré de coquillages et de disques de bronze. Mais il avait aussi un poncho et un pantalon assez spectaculaires. Comparé aux momies égyptiennes des pharaons, ce type était habillé pour impressionner, et il a été surnommé l'homme de Turfan. Son pantalon était particulièrement impressionnant car sa conception était aussi complexe que celle des jeans modernes. Et le pantalon est même plus durable que n'importe quel de vos jeans puisqu'il a survécu des milliers d'années. Cette découverte était fantastique car elle démontre une ingéniosité sérieuse de la part des habitants du désert. Comparez par exemple le pantalon de l'homme de Turfan aux autres vêtements qui étaient portés durant l'Antiquité. Les Romains portaient des toges et des stolas pour les femmes et les Grecs se pavanaient en chiton, leur tunique typique. Le fait étant que dans l'Antiquité, les hommes adoraient leurs vêtements amples et fluides, mais pas en Chine, où ils portaient des vêtements étonnamment modernes. Et d'ailleurs, c'est dans cet endroit que vivait l'homme de Turfan et son peuple. L'image est une vue aérienne du bassin du Tarim prise par la NASA, et ça ne ressemble pas vraiment à un centre d'activité. En tout cas, ça ne correspond pas à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver la première usine de fabrication de jeans du monde. Et on comprend mieux pourquoi le bassin du Tarim est considéré comme si mystérieux. Rien que du sable et de la mort, et pourtant, la culture du Tarim a prospéré ici. L'araignée du désert. Les archéologues en Égypte ont trouvé un panneau de roche brisé dans l'oasis de Karga, situé profondément dans le désert occidental. Le panneau a servi de toile antique pour une personne qui a dessiné une gigantesque image d'une araignée effrayante. Les chercheurs n'ont pas correctement daté l'œuvre d'art, mais pensent qu'elle aurait environ 6000 ans. Elle est définitivement préhistorique et date donc d'avant l'unification d'Égypte. La chercheuse responsable du projet est Salima Ikram de l'université américaine du Caire. Et selon Salima, il y a plusieurs araignées sur le panneau principal. Elles semblent grimper à travers une sorte de toile avec des petites taches qui pourraient être des insectes piégés dans la toile. Et les pauvres insectes ont l'air d'attendre d'être mangés par les araignées, une sorte de festin d'araignées. D'ailleurs, cette découverte est tellement unique qu'elle pose de véritables problèmes aux scientifiques. Nulle part ailleurs, les gens de la préhistoire n'ont dessiné des araignées. C'est tout simplement pas quelque chose qu'ils faisaient. On a déjà retrouvé des bisons totalement bizarres, des humanoïdes ressemblant à des extraterrestres, des bêtes disparues, oui, mais pas des araignées. Les historiens ne savent pas vraiment pourquoi les araignées étaient largement ignorées par les artistes du néolithique. On en retrouve quelques exemples en Australie et en Espagne, mais ça reste très très rare. Peut-être qu'ils avaient tout simplement peur des araignées ou qu'ils ne les aimaient pas, mais quoi qu'il en soit, personne ne voulait en dessiner, sauf apparemment les gens dans ce coin aléatoire du désert égyptien. Le secret de leur intérêt pour les arachnides pourrait être lié au désert lui-même. Les gens qui vivaient dans cet environnement très difficile il y a 6000 ans avaient une existence assez rude. Le soleil était un ennemi constant qu'ils apprenaient à éviter coûte que coûte. Et pendant qu'ils évitaient le soleil, il y avait des araignées qui en profitaient pour chasser. Certaines araignées tisseuses de toile choisissent souvent des endroits ensoleillés pour construire leur toile, car la chaleur et la lumière solaire favorisent l'activité des insectes.
Peut-être que ces araignées ont captivé les anciens et un culte pourrait être né de cela, l'araignée devenant une sorte de symbole de la vie éternelle. Ou peut-être s'agissait-il tout simplement d'une inspiration artistique sur le moment. Et ce qui se passe sur cette montagne de l'Alaska terrifie tout le monde. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.